Est-ce que dès l'enfance, tu avais un esprit compétitif? Tu rêvais de faire quoi plus tard? Ton premier travail? Par contre, Stellian a un potentiel de performance qui est énorme. On gère aujourd'hui 500 000 sinistres. Alors, il y a 1 an, 3 mois et 11 jours. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Vote. Je suis en compagnie de Grégory. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Benjamin Bouffard, le président du groupe Stellian, qui va nous parler de sa vie et de son poste actuel. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Tu es né à La Rochelle en 1988, dans une famille d'agriculteurs aux fortes valeurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je suis pas né à La Rochelle, mais j'ai grandi en Charente, effectivement. Mon arrière-grand-père était fagotier, donc fabriquait des fagots de bois. Mon grand-père était agriculteur. Mon père était berger avant de rentrer chez EDF. Clairement, oui, c'est vrai que au-delà des valeurs, c'est plutôt le sens d'un certain nombre de choses que m'a appris cet environnement familial. C'est le sens du travail. C'est-à-dire que pour mériter quelque chose, évidemment, il faut travailler dur. Ça, c'est évidemment un point extrêmement important. Le sens de la responsabilité, c'est-à-dire que lorsqu'on s'engage à quelque chose, il faut évidemment aller au bout des choses et tenir ses engagements. Et le troisième point qui est pour moi aussi très ancré en fait dans mon environnement familial, c'est avancer sans se plaindre. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des difficultés, oui, la vie n'est pas toujours simple, mais il faut voilà, avancer, et c'est en avançant finalement qu'on réussit à trouver toujours des solutions. Et à quoi ressemblait ta chambre d'enfant? Ma chambre d'enfant. Alors, j'étais dans la chambre avec mon petit frère. On partageait notre chambre. C'est une chambre très simple. On a un bon environnement finalement pour se bagarrer, hein, parce que ça arrive souvent dans les fratries, mais aussi voilà, pour rêver et construire un peu conjointement la vie, enfin, l'environnement que nous a offert la vie au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu as une chanson qui pourrait te ramener à ton enfance? Alors j'en ai plein, je pense que et dans des environnements assez différents. J'ai le souvenir de mon père quand il m'emmenait en voiture, d'écouter, Charles Aznavour, quand j'allais à l'école. J'ai le souvenir de mon grand frère, qui écoutait, The Rhythm of the Night, de Corona, à fond, dans sa chambre. J'ai, moi-même, Nirvana, Smell Like Teen Spirit, du Eminem avec, The Real Slim Shady. Enfin voilà, il y a beaucoup, je suis un passionné de musique. Et clairement, oui, c'est la musique m'a beaucoup. Je peux pas en avoir qu'une parce qu'il y en a beaucoup trop de souvenirs autour de la musique. Depuis l'enfance? Depuis l'enfance, ouais. En fait, je fais du piano, de la guitare et du violon. D'accord. C'est une passion, ça m'aide à m'équilibrer en fait au quotidien. Est-ce que dès l'enfance, tu avais un esprit compétitif? Alors oui, je pense que j'avais un esprit. Oui, j'ai toujours eu un esprit compétitif, mais pour deux raisons. Je pense la première, c'est parce que la compétition, ça permet vraiment de se combattre soi-même et de donner le meilleur de soi-même dans un environnement de stress que je trouve vraiment intéressant. Et la deuxième raison, c'est que dans la compétition, il y a toujours cet esprit de préparation, de concentration, et aussi pour réussir à livrer ce qu'on doit livrer finalement au moment de cette compétition. Donc il y a d'une part un travail sur soi, mais il y a aussi l'importance de ce travail qui doit être fait dans la durée pour atteindre un résultat attendu. Donc oui, l'esprit compétitif, toujours. Est-ce Ok. qu'il y avait un sport dans lequel ça ressortait? Alors j'ai fait pas mal de sport étant plus jeune. J'essaye de continuer encore aujourd'hui, même si mon planning ne me le permet pas tout le temps. Mais alors j'ai fait un sport où j'ai eu la chance de faire les championnats de France. Alors, l'avantage, c'est que sur des sports où il y a très peu de compétition, c'est plus facile d'y rentrer. Donc j'ai fait de la course d'orientation. J'étais championnat de France de course d'orientation. Et ce qui était un bon mix entre un travail physique, c'est-à-dire il faut courir, il faut dans des environnements qui sont compliqués, mais aussi avec cette capacité à se repérer, donc à bien oxygéner le cerveau tout en livrant un niveau de course à pied qui soit suffisant. Voilà, c'était un des sports. Après, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai fait du surf, du roller. J'ai fait pas beaucoup de sports extrêmes. Je me retrouve beaucoup dans l'adrénaline et ce type de sport. Beaucoup de sport, d'instruments de musique, du coup un planning très chargé déjà. Planning chargé. En fait, je pense que j'avais toujours besoin d'être challengé, en fait. J'aime bien avoir une vie active, de sentir, en fait, au quotidien, que les choses bougent, que les choses avancent, et c'est un moyen d'assouvir, en fait, ce besoin d'apprentissage et qui aide chaque personne à se construire, en fait. Tu rêvais de faire quoi plus tard? Avocat.
Avocat? Ouais, avocat parce que j'ai toujours détesté l'injustice. Et pour moi, le fait de pouvoir plaider et de défendre des causes qui ne sont pas forcément toujours bien défendues, c'était pour moi un moyen de réussir à répondre à cette attente que j'avais en termes de réponse à l'injustice. Et donc, finalement, j'ai pas pris cette orientation, mais pour des raisons, pour d'autres raisons. Mmh. Mais voilà. Tu te souviens de la première injustice qui t'a marqué? Ouais, en fait, je pense que l'injustice, on peut en voir tous les jours, à différents niveaux. On peut voir de l'injustice dans son cercle proche, mais on peut voir aussi de l'injustice au niveau international. Et je pense que il y a des événements qui m'ont marqué. J'ai le souvenir du World Trade Center, par exemple, quand les deux tours se sont effondrées. Enfin, j'ai ressenti une injustice énorme pour tous ceux qui étaient dedans. J'étais jeune, j'étais au collège quand c'est arrivé. Je me souviens exactement du moment. Et c'est vrai que en tout cas, l'injustice qui m'a le plus marqué, c'était se retrouver face à la fatalité de la vie et de devoir subir finalement sans armes une situation qui est arrivée, mais sur laquelle personne ne pouvait rien contrôler, quoi. Tu penses que tu as grandi vite ou trop vite? Je pense pas avoir grandi trop vite. Je pense que grandir trop vite, c'est souvent ne pas avoir le temps de faire des erreurs. Et clairement, j'ai eu largement le temps d'en faire. Et je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs et ça m'a aidé à me construire et à devenir la personne que je suis. Donc, non, je pense que, oui, évidemment, enfin, j'ai eu une carrière qui a été rapide, mais je pense pas avoir grandi trop vite. Je pense que j'ai pris le temps de vivre chaque moment de ma vie pour me construire et en arriver là. Est-ce qu'il y a une peur que tu avais à l'enfance que tu as gardée encore aujourd'hui? Oui, forcément, c'est la peur de perdre ses proches, par exemple. Considérer que notre environnement est acquis et que finalement, du jour au lendemain, tout peut se basculer. Ouais, ça reste une peur assez ancrée, finalement. Euh, mais au-delà de celle-ci, globalement, non, ça va. Et tu es très proche de ta famille? Très proche, oui. Absolument. Pour moi, la famille, au-delà du sens et des valeurs qu'elles peuvent apporter, c'est aussi c'est l'environnement qui est le premier niveau de soutien, en fait, dans les initiatives qu'on prend au fil de sa vie. Et, euh, et, et en fait, être soutenu et être encouragé dans toutes les prises d'initiative qu'on peut mener, c'est finalement la première marche pour réussir à atteindre des ambitions fortes. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout recommencer, de tout reprendre à zéro? Alors, envie, non, mais par contre, est-ce que la vie m'a contraint de le faire? Oui, un peu plus souvent. Ça m'est arrivé 2 fois. Évidemment que l'échec, quand on y est confronté, on se dit, ouais, que le monde entier s'écroule et que ça va être horrible. Mais ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est que si on l'a déjà fait une fois, on peut le refaire. Et donc, et généralement, on le refait mieux plus vite parce qu'on ne ferait pas les mêmes erreurs. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et est-ce que tu penses être né à la bonne époque? Oui, je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que j'ai connu cette période où les relations humaines et un monde plutôt analogique. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les VHS, les cassettes audio, les fax, et finalement où le monde allait plutôt lentement. Et puis après, au fur et à mesure du temps, quand je suis arrivé au lycée, en études supérieures et dans le monde du travail, en fait, on a vécu la mondialisation, la digitalisation. Et en fait, le fait de pouvoir vivre, je pense, on va dire les 35-40 ans qui ont vécu ces deux mondes, ont finalement une capacité à pouvoir transformer ou à pouvoir prendre le meilleur de ces deux mondes qui est plus forte que ceux qui ont plutôt vécu dans un seul de ces deux mondes. Est-ce que tu étais un bon élève à l'école? Alors, ça dépend des périodes, je pense comme beaucoup. J'étais en primaire, ça allait. Au collège, jusqu'à la fin du collège, ça allait plutôt bien. On va dire, tout mon circuit, mon cursus du lycée était plutôt problématique. J'ai fini à 6 de moyenne en terminale. D'accord. Et après, quand je suis re-rentré dans le supérieur, j'ai retrouvé goût parce que j'ai retrouvé de la passion, en fait, dans ce que je faisais. Je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est que tant qu'on ne vit pas quelque chose avec passion, je pense que le niveau d'engagement est relativement faible. Alors que, voilà, dans le sens contraire, mécaniquement, le niveau d'engagement est beaucoup plus fort. Et tu as fait quoi comme parcours scolaire? Alors, j'ai fait un peu de tout, ouais. En fait, j'ai fait une école de commerce. En même temps, j'ai fait une fac de droit, une licence en droit. Après, j'ai refait une deuxième école de commerce. J'ai fait un master en management des risques. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur.
Et j'étais vraiment pas préparé ou prédestiné à ça. C'est plutôt des choses qui sont encliquetées, en fait, au fur et à mesure de ma vie et qui venaient en réponse à des besoins que j'ai pu avoir aussi au fur et à mesure dans ma carrière. Donc, toucher à tout pour s'ouvrir plus de portes. Alors oui, après s'ouvrir plus de portes, je pense que c'est pas des diplômes qui ouvrent des portes. Je pense que chaque individu, je pense que le diplôme peut mettre devant nous des portes. Mais les ouvrir, ce ne sera pas le diplôme qui va le faire. Ça va être votre niveau de travail, le niveau d'engagement, la motivation que vous allez avoir, les ressources que vous allez pouvoir mettre à disposition pour ouvrir cette porte, les gens que vous allez rencontrer, la chance que vous allez avoir de rencontrer aussi les bonnes personnes au bon moment. Donc tout ça ouvre des portes. Mais la multiplicité des portes, tout le monde a des portes. Après, est-ce qu'il y a plus de portes quand on a plus de diplômes? Un petit peu, c'est sûr, mais ce n'est pas le seul point. Et est-ce qu'il y a un professeur ou un formateur qui t'a marqué? Alors j'en ai eu plusieurs dans les deux sens qui m'ont bien marqué et puis qui m'ont mal marqué. Toujours. Je vais essayer de me concentrer plutôt sur le positif, c'est un peu mon mode de vie. J'ai mon professeur par exemple de CM1 qui m'a passionné d'astronomie très jeune et du coup depuis le CM1 et jusqu'aujourd'hui avec ma fille, je continue de me passionner, je transmets aussi cette passion pour l'astronomie qui m'a été apportée par ce professeur alors que j'avais 9 ans, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, enfin je rebondis aussi là-dessus, c'est que c'est encore cet exemple de passion. Pour moi, la force d'un bon professeur, c'est cette capacité à pouvoir passionner ses élèves. Je pense qu'on retient les professeurs qui ont vécu avec passion et avec engagement en fait la classe qu'ils pouvaient avoir. Et dès lors qu'on a ce niveau de passion, c'est transmis. Et cette transmission-là, elle est évidemment très importante. Et tu aimes l'idée d'être éventuellement intervenant ou professeur dans des écoles? Je le suis déjà. Déjà? Ouais, D'accord. je le fais de manière ponctuelle pour des universités, des écoles de commerce. Parce que ça fait aussi partie du rôle soit d'ancien élève, de pouvoir parler de son parcours et de montrer que finalement tout est possible et que chacun doit s'ouvrir ses portes par son propre travail, je reviens là-dessus. Mais clairement, oui, je pense que c'est quelque chose qui doit être dans l'esprit des professionnels et je l'encourage fortement aussi au sein de Stellian. On a beaucoup de gens qui interviennent dans les organisations, quelles qu'elles soient, autour du monde éducatif, parce que c'est important de transmettre. Complètement d'accord. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais des idoles? Pas forcément d'idole à proprement parler. Je pense qu'il y a, je pense que dans le mot idole, il y a un sens de la perfection. C'est idolâtrer quelqu'un, j'y vois un sens de la perfection. Et je pense qu'au fur et à mesure de la vie, on découvre que rien n'est toujours tout blanc ou tout noir, et on peut prendre le meilleur de certaines personnes. Et voilà, je pense que j'ai jamais eu si, mon père peut-être, que j'ai idéalisé qui m'a été un levier à suivre au fil de la vie. Mais au-delà de ça, non, pas vraiment. Et comment s'est passé le départ du cocon familial? Très compliqué parce que venant d'un petit village de 3000 personnes, moi déjà, donc j'ai parti à La Rochelle faire mes études. Et c'est vrai que ce premier, quitter ce cocon familial, j'avais pas le choix de toute façon si je voulais faire des études. J'y étais pas forcément très à l'aise, donc je rentrais tous les week-ends. Et ensuite, je devais choisir de faire un voyage à l'étranger. Donc, j'ai resté encore dans une zone de confort. Je suis parti en Belgique parce que c'était francophone. Je ne parlais pas anglais à l'époque, je ne parlais pas espagnol. Donc, c'était important pour moi, en fait, de rester, de conserver une zone de confort parce que à l'époque, je n'avais pas forcément une tolérance au risque très élevée. Je n'étais pas capable de prendre des risques parce que j'avais besoin de sécurité. Et tu es parti à quel âge? Je suis parti à 17 ans. Tu penses que prendre des risques, c'est quelque chose de bien? Alors, prendre des risques, oui, je pense que c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est d'être capable de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que dès lors qu'on reste en fait dans un environnement où on est en pleine maîtrise, on n'avance pas, on reste confortable, et du coup, le fait de ne pas se mettre en risque fait qu'on rentre en fait dans un cursus où on stabilise et on se challenge plus intellectuellement. Alors que sortir de sa zone de confort est un bon moyen de rester en éveil, d'apporter de l'innovation, d'apporter du dynamisme, de la digitalisation, enfin vraiment d'ouvrir aussi son périmètre d'action et d'apporter et de créer de la valeur. Ton premier travail? J'étais plongeur, j'avais 15-16 ans. Ensuite, j'ai été éboueur pendant de mes 16 à 17 ans. J'ai fait beaucoup de petits boulots en fait, au départ, avant de monter quelques petites boîtes.
parce que c'était le sens du travail, en fait. Si je voulais quelque chose, il fallait que je sois en mesure de pouvoir me l'offrir. Donc, Mériter, voilà, c'est exactement, le ce que mériter. tu voulais créer. Mm. Qu'est-ce que tu penses de la personne que tu étais à 20 ans? Alors, je pense que j'ai pas beaucoup changé, dans le fond. Je pense que j'ai essayé de conserver les mêmes valeurs, de rester à la même personne. Évidemment, j'ai évolué sur certains points. Au fur et à mesure des rencontres, on évolue, on grandit, on évite de renouveler les mêmes erreurs. Mais je pense que au fond du cœur, la personne que je suis n'a pas beaucoup changé. Est-ce que tu as déjà douté de ton parcours? Oui, plein de fois. Ouais. Et justement, je pense que le fait de sortir de sa zone de confort crée du doute. Mais le doute, c'est très sain. Après, il y a deux manières de réagir face au doute. C'est soit on se paralyse, soit on avance. Si on avance, on rentre dans une dynamique vraiment de construction et de dynamique qui vient complètement changer en fait son état d'esprit. Donc oui, le doute, très souvent. J'ai beaucoup plus de cheveux blancs aujourd'hui que j'en avais avant. Mais pour autant, ça reste évidemment quelque chose de très constructif, le doute. Et est-ce que tu penses que dans ta vie, à un moment donné, tu as eu un déclic? Oui, j'ai eu un déclic, je pense à mes 18 ans, quand j'ai quitté, le cocon familial, quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont aidé soutenu dans des projets entrepreneuriaux comme le vôtre. Et ça clairement, voilà, c'est des moments où, quand on a eu une main tendue à un moment donné, on a aussi envie de la retendre, parce que, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on aide les autres à grandir. Est-ce que tu as déjà reçu des non dans ta vie professionnelle, peu Ouais. importe la raison? Oui, plein, Oui. très souvent. Et c'est vrai que je pense que à chaque fois qu'on m'a dit non, dans la grande majorité des cas, c'était justifié. C'est vrai que souvent, quand on est un peu plus jeune, on a souvent cette envie d'aller vite, de vouloir traiter des injustices sans prendre en considération tous les enjeux, parce qu'on n'a pas la hauteur de vue suffisante pour comprendre l'environnement général. Et donc, avoir un non dans ces moments-là, c'est pas juste un non pour soi, c'est un non pour les autres et pour sécuriser finalement aussi un système et un dispositif. Donc oui, je pense que tous les noms que j'ai reçus, ou en tout cas une large partie, Mhm. étaient des noms qui étaient utiles et nécessaires. Donc ces noms-là, ils t'ont quand même apporté quelque chose au final. Absolument. J'étais toujours très loyal avec mon premier patron que j'ai eu quand j'avais 22 ans. Je l'ai suivi jusqu'à mes 34 ans. Il a changé de boîte, je l'ai suivi, et c'est lui qui m'a été il y a plutôt la deuxième et troisième marche de ma carrière professionnelle. Et c'est vrai que c'est à chaque fois qu'il m'a dit non. Après, parfois, je pouvais me mettre en opposition, on discutait, et dès lors qu'il était capable aussi de comprendre que je pouvais avoir raison. Et donc, in fine, on posait tout ça à plat, on rediscutait ensemble des modalités, on trouvait un compromis et on avançait. Comment tu gères un non? Je le gère plutôt bien. Après, c'est vrai que dès lors qu'il est justifié, en fait, c'est un non ferme et définitif, c'est comme dans l'éducation. Enfin, si on dit non, tu traverses pas la route, ok, très bien. Mais si on explique non, tu traverses pas la route parce qu'il y a des voitures qui passent et que le feu est rouge et que tu risques de te faire écraser, quand on connaît la conséquence de la finalité, on l'accepte beaucoup mieux. Et quand c'est juste un non sans comprendre en fait l'environnement, ça peut rentrer dans une forme d'injustice, et là, du coup, j'ai beaucoup moins d'acceptation dans ce genre de moment. Tu te souviens de ta toute première prise d'initiative dans la vie? Alors, la première prise d'initiative marquante, en tout Oui. cas, moi, je devais avoir 18-19 ans, et donc je travaillais dans un hôtel, et j'ai dû reprendre en fait le management d'une équipe au pied levé, dans des circonstances où j'étais pas forcément très à l'aise, parce que j'avais ni l'âge, ni... alors, l'équipe en question, c'était les stewards, donc c'est les équipes de plongeurs. Et clairement, dans un contexte comme celui-là, j'ai pas été forcément extrêmement bien accueilli, parce que voilà, j'étais jeune, sans expérience, et donc pour réussir justement à trouver de la légitimité dans ce que je faisais, parce que j'ai mené une action qui était très simple, hein, parce qu'au départ, clairement, je n'avais aucune autorité dans l'environnement que j'avais. Et donc, ça a été de positionner l'ensemble de l'équipe de plonge sur des chaises devant la plonge. Et j'ai pris toute une journée, en fait, l'ensemble des couverts. Ça devait faire 700-800 couverts sur une journée pour démontrer que j'étais capable, et pour que tout le monde puisse derrière avoir le même niveau d'engagement que moi pour réussir. Cette notion d'exemplarité est pour moi évidemment très importante. Tu as eu un parcours d'entrepreneur. Avant ça, le mot entrepreneur, c'était quoi pour toi?
C'est un peu cette capacité à pouvoir prendre du risque. Après, j'ai toujours été un faux entrepreneur. Comme je l'ai expliqué, j'ai toujours eu cette problématique de tolérance au risque, c'est-à-dire monter des structures, être capable d'entreprendre, oui, mais j'ai toujours eu aussi un travail à côté. Alors, en dehors de lorsque j'étais dans mes études, où là j'avais des petites structures, mais après, quand je suis devenu salarié, j'avais toujours des petites structures, mais j'ai jamais fait le choix de me dire, OK, maintenant, je suis à 100% entrepreneur parce que voilà, j'avais cette volonté de pouvoir me construire. Et je pense qu'on se construit toujours très bien aussi dans des grandes organisations. C'est un bon moyen d'avoir des bonnes connaissances et des bons niveaux de maîtrise sur les process et les organisations larges. Et pour autant, j'avais aussi cette peur intrinsèque de me dire, si je me rate, je ne vais pas pouvoir vivre. Donc, il faut que je sécurise aussi financièrement ma vie. Voilà. Tu peux nous parler des premiers projets, structures que tu as lancés? Alors, mon premier projet, c'était, je venais de rentrer en école de commerce et j'avais mon professeur de technique de vente à l'époque qui tenait un journal qui s'appelait le Journal des professionnels. Et en fait, j'ai vendu une mission de conseil pour l'aider sur son développement. Et après, au fur et à mesure du temps, donc on a continué de travailler ensemble. Et in fine, il voulait que je reprenne son journal, du coup, parce que lui, il était m'accompagner pendant 3-4 ans, puis me laisser son journal. Et c'était pour moi un niveau de salaire élevé, ce qu'il me proposait à l'époque. Et j'ai appelé mes proches pour avoir leur avis. Et ils m'ont tous dit non, tu continues, tu restes dans tes études et tu avances. Et puis tu auras d'autres opportunités plus tard. Je les ai écoutés, mais je ne suis pas déçu. Voilà. C'était important pour toi d'avoir cette sécurité financière dans ta vie? Oui, toujours. Toujours. Pour moi, c'est le meilleur moyen de protéger ses proches, sa famille et de garantir que voilà, tout le monde puisse vivre dignement dans un environnement qui n'est pas toujours très simple. Est-ce que ces projets-là, ils ont fonctionné comme tu l'espérais? Pas du tout. Non, c'est vrai que on rêve toujours quand on monte une structure de se dire un jour ce sera une multinationale. En fait, oui, ça aurait peut-être pu fonctionner comme je le voulais, mais en fait, je l'ai pas forcément voulu comme ça parce que j'avais pas, il fallait que je répartisse mon temps. Donc c'était pour moi un moyen de sécuriser un revenu additionnel de mon activité de salarié ou de financer des projets pendant mes études. Mais pour autant, voilà, je me suis ne m'étant jamais engagé à 100%, je peux pas avoir des attentes qui soient au-delà du niveau d'engagement. Donc non, je ne méritais pas que ça aille plus loin. Mais est-ce que j'aurais aimé? Oui, potentiellement oui, mais voilà. Et est-ce que tu as déjà craint que cette ambition, elle empiète sur ta vie personnelle? Alors, c'est même pas de l'ambition, c'est plus une envie de relever des défis. Est-ce qu'elle empiète sur ma vie personnelle? Je vous suggère d'en parler à ma femme, elle sera ravie d'y répondre. Mais clairement, oui, mais c'est toujours des choix qu'on fait à deux. Il y a que, par exemple, en acceptant ce rôle chez Stellian, on s'est mis autour de la table. On a déterminé que clairement, ça allait être très compliqué pendant les 2-3 premières années. Et elle l'a parfaitement accepté. Et on a réussi à avancer ensemble en se trouvant des bons compromis. Mais je n'aurais jamais avancé sans son autorisation, sans son accord, parce que c'est un couple, c'est aussi ce qui crée la solidité d'une personne. Et sans ça, notre capacité à réussir, elle est beaucoup plus faible. Est-ce que tu avances plutôt avec un plan structuré ou à l'intuition? Alors un peu les deux. En général, l'intuition, c'est ce qui me permet d'identifier le problème. Et je vais évidemment le creuser, mais cette intuition seule, pour moi, elle est un indicateur, un signal faible. Mais le signal faible, il doit être transformé en signal fort. Pour ça, il faut des indicateurs quantitatifs fiables. Donc, ces indicateurs quantitatifs fiables, ensuite, ils me permettent de mettre en place un plan. Donc, oui, évidemment, il faut de l'intuition, mais il faut aussi un plan, parce que l'intuition seule ou le plan tout seul, le plan sans intuition ne permet pas en fait d'être suffisamment efficace dans sa capacité à pouvoir identifier les problèmes et les résoudre. Tu peux nous parler d'un ou de ton plus gros échec? Pour moi, un vrai échec, c'est plutôt quand on se retrouve face à une fatalité de la vie. Un échec en soi, il peut être réellement constructif d'un élément ou d'une carrière. Donc, oui, des échecs personnels ou professionnels, on y est tous confrontés. Il y a des choses sur lesquelles on aimerait que les choses se soient passées autrement, mais pour autant, on s'y retrouve confronté. Le vrai échec, pour moi, et c'est celui dans lequel on ne retire rien. Et ça, globalement, ça m'est jamais arrivé. Je pense que j'ai toujours réussi à tirer des bénéfices en fait de ces échecs, ce qui fait que pour moi, in fine, même si j'ai eu beaucoup de situations difficiles, in fine, c'est pas des échecs pour moi.
Est-ce que tu aimes l'échec? Alors non, clairement pas. Je pense que l'échec, même si il aide à se construire, c'est pas quelque chose dans lequel on peut y trouver un bénéfice constant. Donc mon père disait souvent, se tromper une fois c'est humain, deux fois c'est crétin. Donc clairement, on se doit d'apprendre de ces échecs, mais pour autant les aimer, non, pas du tout. D'accord. Et les structures que tu avais montées, pourquoi elles n'ont pas perduré dans le temps? Bah, par des choix personnels, parfois. Le fait de rentrer dans des grands groupes, des grandes structures, accepter des nouvelles responsabilités. J'ai gardé quelques petites structures aujourd'hui qui sont... mon père travaille avec moi, par exemple. Je l'ai embauché sur certaines structures parce que ça permet de garder aussi ce lien familial, d'avoir du challenge intellectuel. C'est ce qui est pour moi assez constructif. Donc, non, ça a été plutôt par choix, in fine. Tu préfères gérer tes entreprises ou travailler pour une structure? Je n'en tire absolument pas les mêmes bénéfices. Je pense que monter des petites structures, comme j'ai pu le faire, c'est plutôt des moyens de créer un revenu additionnel dans des circonstances où j'avais peu de moyens et pas la capacité de pouvoir subvenir à l'ensemble des besoins que je pouvais avoir. Travailler pour Stellian, c'est travailler pour un groupe où il y a des gens qui sont extrêmement engagés, on a des clients qui nous apprécient, on a une dynamique générale qui est extrêmement dynamique. Et tout ça, c'est pour moi voilà, un challenge intellectuel qui est extrêmement enrichissant et qui est partagé voilà, avec 3300 personnes. C'est juste fabuleux comme expérience de vie. On va en parler juste après de Stellian. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais des mentors? Et si oui, qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, j'ai un mentor qui s'appelle Marc Pache, qui a été mon patron donc, pendant 12-13 ans. J'en ai eu plusieurs, mais ça a été celui qui m'a suivi le plus dans la durée. Il m'a recruté en stage. À la base, je faisais de la gestion des risques opérationnels bancaires pour les institutions financières. Et ensuite, j'avais vendu une mission pour les stocks stratégiques de produits pétroliers pour l'OTAN, qui s'appelle la Sagesse, et je suis devenu ingénieur en pétrochimie. Donc ça n'avait rien à voir, mais c'est quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a dit vas-y, tu vas voir, ça peut bien se passer. Du coup, effectivement, ça s'est très bien passé. Et donc, il m'a toujours poussé et encouragé comme ça. J'ai commencé en stage. Ensuite, j'ai été patron d'une petite practice, d'une petite entité. Après, je suis devenu directeur Europe de l'Ouest sur l'ensemble des activités de conseil. Toute cette dynamique-là, c'est lui qui m'a aidé et qui m'a fait confiance. Évidemment, ce qui m'a apporté le plus, c'est de la confiance, en fait. C'est me donner l'opportunité de croire en moi dans des moments voilà, où j'aurais moi-même potentiellement mis des limites. Tu avais confiance en toi quand tu étais jeune? J'avais confiance en moi, mais pas à ce point-là. Enfin, j'avais déjà. Enfin, je pense que la confiance en moi est venue de manière progressive. C'est dès lors que je me suis fait mes preuves à moi-même, pas aux autres, mais à moi-même, où je me dis, bah, finalement, enfin, je suis pas un imposteur, en fait. Et je travaille dur et in fine, bah, tout ce travail, tout ce cheminement, à un moment donné, bah, il est justifié, tout en essayant de rester le plus humble possible, hein, parce que je suis aussi très lucide sur le fait qu'il bah, y a énormément de paramètres qui fait qu'on peut avoir de la chance ou pas de chance. Hein. Quand as-tu commencé chez Stellian? Alors, il y a 1 an, 3 mois et 11 jours. Très précis. Ouais. D'accord. Ouais, c'est comme mes cheveux blancs, je peux les compter depuis que c'était Lyon. Tu peux nous présenter l'entreprise? Oui, alors Stellian, on est un groupe qui apporte de la sérénité dans un monde qui bouge. Donc, on gère des sinistres. Alors, il y a 2 grands pôles d'activité. Il y a l'expertise d'assurance. On est leader français aujourd'hui de l'expertise d'assurance. Et de l'autre côté, on a un pôle qu'on appelle solutions, où dedans, on fait du conseil, de la prévention, on travaille sur de la cybersécurité, on a des sociétés de travaux, on fait de la décontamination, de la recherche de fuite, on a des centres d'appel. On a des activités très très larges avec pour seul et unique but voilà, d'améliorer et de simplifier la vie de nos clients quand ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Très complet. Oui. Comment arrive l'opportunité Stellian? Par un coup de fil, j'ai reçu ce coup de fil voilà, d'un chasseur de tête avec lequel je travaillais depuis quelques années, même si j'ai finalement assez peu changé de grande entreprise. Et ensuite, j'ai rencontré le fonds d'investissement
qui a fait le choix de me faire confiance et que je remercie. Et voilà. Et tu commences directement à ton poste actuel? Et je commence directement comme président, ouais, tout à fait. Ça a été une bonne expérience, mais forcément, on ne dort pas beaucoup. Et quelle vision et quel objectif tu avais en prenant ce poste? Alors, ma vision, elle était simple, et elle l'est toujours d'ailleurs, parce que la vision, elle doit continuer de perdurer pendant quelques années. Euh, Stellian, c'est un groupe formidable qui est avec des gens extrêmement engagés. Donc, cette culture humaine, c'est quelque chose qui ne doit absolument pas bouger. Par contre, Stellian a un potentiel de performance qui est énorme et qui aujourd'hui est globalement assez pour être optimisé. Et cette performance, l'ambition, c'est vraiment de la pousser tout en préservant évidemment cet environnement humain qui est pour moi très important. Mais c'était apporter de la performance dans un environnement très humain, tout en apportant aussi de l'innovation dans un environnement où globalement il y avait eu très peu d'évolution technologique au fil des années. Tu es à la tête d'un groupe de plus de 3000 personnes. Comment on fait pour garder les pieds sur terre en ayant une telle position? Alors je ne sais pas si j'ai les pieds sur terre, j'espère que oui, mais je pense que on n'arrive jamais là soi-même, tout seul. C'est toutes les rencontres. Alors oui, évidemment, le travail individuel fait partie intégrante de tout ça, mais clairement, c'est un ensemble de rencontres, c'est un ensemble d'expériences de vie, c'est un ensemble d'événements de vie difficiles qui, tout combiné, à un moment donné, crée cette opportunité unique qui est mise sur la table. Donc, je sais ce que je vaux, mais je sais aussi ce que je dois à tout le monde. Je ne serais jamais arrivé là, tout seul, sans l'aide ou l'appui de personne à des moments de ma vie. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon leader? Un leader, c'est deux choses. Il doit être capable d'exemplarité et être capable d'inspirer. L'exemplarité, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être exigeant si on ne l'est pas soi-même. Et généralement, je suis extrêmement exigeant avec moi-même, je ne demande pas aux gens d'être aussi exigeants avec eux-mêmes que je peux l'être avec moi-même. Mais pour le coup, cette notion d'exemplarité, pour moi, elle est cruciale. Et c'est aussi un moyen d'accompagner aussi les gens. L'inspiration, parce que l'ambition, pour moi, d'un bon leader, ça doit être d'être capable de pouvoir accompagner n'importe quelle typologie de profil à grandir dans notre organisation pour lui offrir le rôle et de l'accompagner pour lui offrir un rôle demain qui sera en fonction de ses envies, évidemment, mais potentiellement plus important, et donc identifier ses talents dans l'organisation et de les pousser. Penses-tu que l'innovation est importante pour Stellian? Elle est indispensable. Je pense que le monde de l'expertise ou de la gestion de sinistres, de manière assez élargie, est un environnement qui a globalement assez peu subi de grosses transformations. C'est pas le monde de l'hôtellerie où il y a eu Airbnb ou le monde du transport où il y a eu Uber. On a été quand même dans un monde assez flat en termes de dynamique de transformation. Donc oui, l'innovation, c'est un point parce que au-delà de l'importance pour notre organisation pour améliorer la performance, c'est aussi un moyen de se différencier par rapport aux autres acteurs de la place. Et donc ça, c'est à nous de réussir à être les plus différenciants possibles et créer de la valeur pour nos clients. Tu arrives à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est essentiel? Alors j'ai eu une personne qui est super, qui m'aide à le faire très très bien, qui s'appelle Florent, qui est mon assistant et qui est vraiment au quotidien. Sans lui, j'aurais beaucoup de mal à m'en sortir. Mais oui, évidemment, au fil du temps, en fait, la donnée la plus importante qu'on a lorsqu'on est dirigeant, c'est le temps. Et donc, on se doit de le maîtriser de la meilleure manière possible, parce qu'il faut aussi réussir à dormir et réussir à mettre son temps à bonne disposition en fonction des bons besoins de l'entreprise, que ce soit pour les collaborateurs, les clients, les actionnaires. C'est c'est un challenge, mais ça se maîtrise. Justement, est-ce que tu arrives à bien dormir la nuit? Ça dépend des périodes. Il y a des cycles, mais globalement, oui, parce que dormir, c'est important. Après, je dors peu, donc ça m'aide aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins de sommeil. Mais quand je dors bien. Et dans ce rôle, est-ce que tu te sens libre? Je me sens libre autant que je me donne les moyens de l'être, mais je jugerai jamais que j'ai une vraie liberté complète pour la simple et bonne raison, c'est que il y a des collaborateurs et ma liberté n'ira jamais au travers de la liberté des collaborateurs. Ma liberté, elle n'ira jamais au travers de la liberté de mes clients.
ni des actionnaires. Donc, c'est une liberté qui doit prendre en considération l'ensemble des parties prenantes en fait, de notre environnement pour créer un écosystème qui soit extrêmement bien équilibré et juste. On revient sur cette notion de justice qui est pour moi Importante. exactement. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, 1 an, 3 mois et 11 jours chez Stellian. Qu'est-ce qui te fait rester aujourd'hui à ce poste et dans cette entreprise? Alors, il y a 2 choses qui me font rester. La première chose, c'est les femmes et les hommes qui au quotidien apportent leur énergie dans l'organisation. Et le deuxième, c'est évidemment le projet. Parce que je sais que cette entreprise, on peut l'emmener très très loin. On l'a déjà emmenée bien loin en l'espace d'1 an. Et elle est déjà, enfin, c'est une société qui a un historique absolument remarquable et incroyable. Et à nous de réussir à l'emmener encore plus dans les étoiles. Et qu'est-ce que tu aimerais laisser dans l'entreprise Stellian? Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse dire que j'ai été juste et que j'ai fait les choses de la bonne manière. Qu'est-ce que tu penses avoir changé aujourd'hui à Stellian? Je ne change rien tout seul. C'est une organisation de 3300 familles, c'est chaque collaborateur au quotidien qui amène cette transformation dans l'organisation. C'est pas, on ne peut pas décréter un changement d'ADN dans une société. C'est chaque individu est un maillon de cet ADN et qui transforme mécaniquement l'entreprise. Je pense que et chacun a vraiment son rôle. C'est une métaphore que je reprends souvent, qui est celle des plongeurs, qui était mon premier boulot et les premières expériences professionnelles. C'est on peut aller dans le meilleur restaurant du monde, mais avec le meilleur sommelier du monde, le meilleur serveur du monde et le meilleur cuisinier du monde. Mais si les assiettes sont sales, le client il reviendra jamais. Donc chacun a son rôle. On peut être le meilleur leader du monde, mais si derrière les équipes sont pas engagées, ça sert finalement pas à grand chose. Donc moi, je pense que le rôle de chacun est important et chaque personne a sa place dans un système qui est comme un énorme engrenage, bien huilé, et il faut que chacun prenne ses responsabilités dans cette organisation. Qu'est-ce qui peut te redonner de l'énergie si à un moment donné tu as un doute? Je pense que c'est le niveau d'engagement des collaborateurs et l'énergie qu'ils amènent au quotidien. C'est vrai que quand je les vois et qu'ils me disent on avance dans le bon sens, c'est super, tel projet est finalisé, celui-ci est en finalisation, celui-ci est en cours, mais dans 3 semaines c'est réglé. Ah, c'est super. Parce que c'est vrai que les initiatives dans dans les entreprises de taille intermédiaire, elles peuvent être longues. C'est des choses qu'on a actées il y a 8 mois. Ils sont en mise en œuvre en cours et ils finiront que dans 2 mois. Et donc tous ces temps longs, finalement, parfois, on peut avoir du doute parce qu'on ne voit pas de résultats immédiats, alors que c'est des initiatives qu'on a lancées depuis longtemps. Mais in fine, elles finissent par arriver et quand les résultats sont là, c'est super. Et tu as le temps d'aller voir tes collaborateurs dans d'autres villes? Oui, alors on a plusieurs actions qu'on mène, hein. On fait des comités exécutifs dans les régions, ça, c'est important, pour l'ensemble de l'équipe de direction, pour garder cette connexion aussi avec le terrain. J'y vais moi aussi régulièrement, et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans une organisation. C'est vrai que si on se limite à simplement survoler les problèmes et qu'on s'intéresse jamais à ce qui se passe sur le terrain, parfois il y a des choses que je peux, en tant que président, traiter en 20 minutes, ce que certains collaborateurs peuvent mettre 3 mois, ce qui est complètement anormal, à régler. Donc c'est important pour moi d'y aller pour m'assurer que les choses fonctionnent bien et s'il y a un grain de sable dans l'engrenage général, que je puisse enlever le grain de sable, remettre de l'huile et faire accélérer le dispositif. Qui t'a accordé le plus de confiance dans ta vie? En fait, je pense que c'est la vie qui m'a accordé le plus de confiance. En fait, j'ai rencontré tellement de gens qui, à un moment donné, m'ont tendu la main, m'ont aidé, m'ont accompagné dans ma vie, que clairement, ça a été mes proches, ma famille, ma conjointe, des collaborateurs que j'ai eus avant, des collaborateurs que j'ai aujourd'hui. J'ai des anciens patrons qui sont devenus des collaborateurs de Stellian. J'en ai 2 là, qui nous ont rejoints. Pour moi, c'est des très belles preuves de confiance. Donc, je pense que la confiance, elle ne se limite pas à un instant T. La confiance, elle est très étendue et c'est la vie qui, grâce aux valeurs que vous avez, fait que vous réussissez à avoir cette confiance-là. Cette question, elle est importante pour nous en tant qu'agence de communication. Comment Stellian gère sa communication aujourd'hui? Alors, on est clairement dans un discours de preuve. C'est-à-dire on gère aujourd'hui 500 000 sinistres, donc des retours d'expérience, on en a de multiples. Et finalement, c'est la satisfaction de nos clients qui est le meilleur levier pour nous de démonstration de ce que nous sommes capables de faire. Plus personnelle cette question, tu penses que tu peux grandir sans échec?
Je pense pas. Je pense que, enfin, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que l'échec, il est multiple. Donc, il peut être personnel, il peut être professionnel, mais il y a des gens qui grandissent pas non plus avec l'échec. Donc, je pense que enfin, je vais parler de la vie que je connais. C'est les échecs que j'ai connus ne le sont plus parce que j'en ai tiré profit. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, enfin, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun et de la manière avec laquelle on réagit face à des événements qui peuvent être difficiles. Et est-ce que tu célèbres une victoire du coup? Ah, on célèbre bien, oui, c'est important. Non, c'est work hard, play hard, mais ouais, c'est clairement, on a eu des très bons résultats là, sur les derniers appels d'offres. On a gagné les gros acteurs de la place dans le monde de l'assurance. Bon, bah, voilà, clairement, c'est des choses qu'on va fêter. Félicitations. Merci beaucoup. Ah, bravo à l'équipe. On s'est engagé très fortement sur ce dossier. Est-ce que tu arrives à te projeter dans 10 ans? Non, pas vraiment. J'aurais jamais imaginé il y a 10 ans en être là. Quand je suis sorti de l'école, mon rêve, c'était d'avoir le job que j'avais il y a 10 ans. Donc, en fait, la vie, elle est tellement surprenante que je ne me projette pas à 10 ans. Comment tu aimerais qu'on te décrive dans 30 ans? Je pense que ce que j'aimerais, c'est d'être dans la linéarité de ce que j'étais il y a 10 et de ce que je suis aujourd'hui et dans ce que j'espère être dans 30 ans. C'est quelqu'un avec des valeurs saines et justes. Est-ce que tu aimes l'idée de laisser des traces derrière toi? Non, je ne suis pas dans un idéalisme où je- j'essaye de faire mon travail du mieux que je peux. Si ça peut bénéficier à certains, tant mieux. C'est ce que je souhaite. Mais je n'ai pas une volonté profonde de laisser une trace dans l'histoire. C'est pas ma manière de fonctionner. Quelle est pour toi la définition personnelle de la réussite? Pour moi, quand on réussit, c'est quand on est capable d'aligner ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, tant sur sa vie privée que sur sa vie professionnelle. C'est pour moi vraiment le socle en fait de base d'une réussite. On arrive sur la dernière question de ce podcast. Si ta vie devait être en fait une seule phrase, ça serait laquelle? Si tout est sous contrôle, c'est que ça va pas assez vite. Très belle phrase. Ok. On a un cadeau pour toi, C'est sympa. pour Merci. te remercier d'être venu Tac. à ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. On en profite pour vous présenter Sublime Food, qui est l'entreprise qui nous accompagne pour nos podcasts. Donc, c'est des fruits lyophilisés transformés en poudre qu'on coupe avec de l'eau dans un blender et ça devient un smoothie 100% fruits et super bon pour la santé et à Naturel. consommer. Merci beaucoup. C'est le t-shirt de la maison. Top. C'est sympa. Merci. Comment on peut vous retrouver sur les réseaux pour suivre les aventures de Stélian et les vôtres? Alors, on a notre site stelian.com, on a sur LinkedIn, sur la page Stelian, et puis sinon sur ma page LinkedIn, Benjamin Bouffard. Super, D'accord. merci beaucoup encore pour cette interview. C'était un super moment qu'on a partagé. Pour nous, vous pouvez nous suivre sur ce podcast Magma Boîte, disponible sur YouTube et toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Apple Music. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux à magme-du-bas-com, sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Facebook aussi. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.